we'll talk about formules cinématiques additives et fonctions constructives. Ouais, merci beaucoup, Raph. Alors, j'ai pas eu d'instruction claire sur la langue. Pourtant, c'était très très clair. N'est-ce pas? Franchement, ça va. T'as pas donné d'instruction? Moi, j'ai dit que souvent les gens préfèrent l'anglais. Ça, effectivement, ça c'est pas très clair. J'ai pas donné d'instruction. Quelle est l'instruction claire, Tamara? S'il y a quelqu'un dans le public qui ne comprend pas le français, on ne comprend pas rien. Tout le monde comprend le français. Does everyone speak French? Is French okay for everyone? It is? It is? Yes? Ok. Parfait. Très bien. J'ai l'impression qu'on a un peu forcé la main à tout le monde, mais c'est sûrement qu'une impression. Donc c'est la première fois que je donne un exposé aussi long, à vrai dire. Donc, Tu m'inquiètes là. 1h20, on a quand même le temps de rentrer dans le détail. Et donc on m'a dit qu'il fallait un peu introduire les choses, prendre le temps de rentrer dans le détail. Et en fait, je ne vais pas le faire au début. Il y a plusieurs choses à faire dans cet exposé, et donc il va y avoir 3 introductions à 3 moments différents. La première, donc, c'est un exposé sur les formules cinématiques, et les formules cinématiques, c'est un résultat central des probabilités géométriques et de la géométrie intégrale, et qui répond à la question suivante que je soumets à votre sagacité. Donc on prend 2 compacts convexes de Rn, ok? Et je vous pose la question suivante. Si je place A et B au hasard, avec quelle probabilité vont-ils s'intersecter? Donc là, évidemment, posée comme ça, la réponse à cette question est très, très claire, c'est 0. Donc il faut juste normaliser un peu correctement les choses. Donc je vais fixer A, et puis il faut aussi que je vous explique en quel sens est-ce qu'on prend A et B aléatoirement dans l'espace euclidien. Donc ce qu'on fait, c'est que je fixe A. Bon, les normalisations, on verra après. Je fixe A et je fais varier B par... Alors attendez, là il faut bien s'y prendre. Ça c'est le même B, alors c'est censé être une isométrie, donc il va falloir imaginer un peu. Ça c'est G bar B avec G bar dans G bar une isométrie infinie. Donc on va supposer que, pour normaliser, que B intersecte une boule fixée de grands rayons, voilà, que je prends en fixé. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que donc, calculer cette probabilité revient à calculer la chose suivante. Ça revient à calculer l'espérance de la variable aléatoire qui vaut 1 quand A et B s'intersectent et 0 sinon. Et pour les compacts convexes, un truc qui fait ça, c'est la caractéristique de l'air que j'intègre non, voilà. Non. Donc si on prend au hasard, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc si vous n'êtes pas satisfait par cette histoire, alors la question à laquelle répondent les formules cinématiques additives, c'est calculer ça. Ah, ok. Voilà. Ouais. Donc la valeur moyenne de la caractéristique de l'air de A inter G bar B, où A et B sont 2 compacts convexes et G bar une isométrie affine. Et là, cette fois-ci, tout a un sens, puisqu'il y a une mesure de R sur ON, la mesure de Lebesgue sur Rn, et tout va bien. C'est ça le... OK. Et théorème. Ah. Théorème. Alors, qui a montré ça en premier? Blaschke. Blaschke
Tiens, 52. Dans les années 50. Hadwiger. Hadwiger. Oui, dans les années 50, ouais. Et c'est une somme de constantes qui ne dépendent que de la dimension fois des quantités géométriques sur A et B qui s'appellent les volumes intrinsèques. Et qui sont définis. Alors, on peut les définir de plein de manières, mais il y a une manière très simple de les définir pour les compacts convexes, et c'est via la formule de Steiner, puisqu'ils sont entièrement caractérisés par la formule suivante, qui s'appelle la formule de Steiner, mais bon. Prenez un voisinage tubulaire du compact convexe A, de taille R, son volume est un polynôme en R, et les coefficients de ce polynôme sont les volumes intrinsèques. Polynôme de degré n. Les DIJ sont calculables explicitement. En fait, il suffit d'évaluer pour des bons compacts A et B bien choisis, pour lesquels en fait on connaît déjà la formule, et puis on peut calculer les valeurs de ces DIJ. Le troisième auteur, c'est Chern. Chern. Chern de classe de Chern. Oui, c'est le même Chern. C'est le même Chern. La formule pour le volume du tube, il faut que A soit convexe aussi. C'est ça. Le compact convexe, oui, là j'ai supposé compact convexe. Mais, Je pense qu'il y a plein des exposés ici, il y a 2, 3 ans. hein? Georges a dû faire des expositions sur ce thème. Oui. Bon. Mais il y a quelqu'un qui s'en soutient au moins. Tu as marqué un des spectateurs. Ok. En fait, ces formules, elles ont été généralisées par Santalo, la date. Il y a un accent, non, quelque part? Oui. Ok. À A et B, des variétés, sous-variétés compactes sans bord. Et chose... Laissez-moi continuer. Sous-variété. Sous-var, compact, sans bord. Comme je suis un peu pressé, j'ai tendance à sauter quelques lettres, mais bon. Federer, en fait, il a montré avant quelque chose qui, en fait, englobe le cas là-bas et le cas ici, qui est les ensembles à Ricci positifs. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Et pour ces deux classes d'ensemble, en fait, le voisinage des tubes, c'est aussi un polynôme pour R assez petit. Et les coefficients de ce polynôme sont les volumes intrinsèques. Et en fait, d'ailleurs, si A est à bord lisse, on peut facilement, avec des petits calculs de géométrie élémentaire, montrer que ces volumes intrinsèques sont des intégrales de polynômes symétriques en les courbures principales du bord de A. Donc c'est de cette nature-là. Intégrale de polynômes symétriques en les courbures principales. Et fou, ça c'est quoi? Les années 90, A et B, compact, sous-analytique. Ok. Donc, avant de passer à la suite, une petite remarque.
Les volumes intrinsèques, ils s'appellent volumes intrinsèques parce qu'ils sont intrinsèques. Et donc, dans le cas où A et B sont des sous-variétés compactes sans bord de l'espace euclidien, ces volumes ne dépendent pas du plongement riemannien utilisé pour voir A et B comme sous-variétés de l'espace. Ce sont des quantités qui sont intrinsèques à A et B, ils dépendent que de la métrique riemannienne. Donc ce que ça veut dire, c'est que, ça c'est la formule des tubes de Weyl, le volume d'un voisinage tubulaire d'une sous-variété compacte de l'espace euclidien ne dépend pas du plongement riemanien utilisé pour voir A et B comme sous-variété de l'espace euclidien. En particulier, si on a une sous-variété de dimension A, so if you have a one-dimensional sea, you can straighten it and you have the same volume of epsilon. Exactly. If epsilon is small enough, otherwise you will... Exactly. If the tubular neighborhood doesn't self-intersect, so below the reach of the variety, which is exactly the moment where the tubular neighborhood self-intersect. Yes. Yes. OK. Donc, prenez deux sous-variétés compactes sans bord de l'espace euclidien. Vous voulez calculer la valeur moyenne. Donc, vous les placez aléatoirement et vous voulez calculer la valeur moyenne de leurs caractéristiques de l'air. Cette valeur moyenne dépend de quantités géométriques sur A et B, mais elle ne dépend pas du plongement riemanien. Ce sont des quantités géométriques intrinsèques. Voilà, donc c'est quand même complètement incroyable ce truc. Et je continue. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les formules cinématiques principales. Le théorème sur l'intégrale de Kie, toi et compacte convexe, ça se généralise aux situations... Les mêmes. Oui, oui. Oh, et heureusement que vous m'arrêtez, puisque j'allais oublier de dire que, en fait, et c'est vrai pour n'importe quelle valeur moyenne de volume intrinsèque, pas que pour la caractéristique de l'air. Il faut adapter les constantes. OK. Mais comment est-ce qu'on peut voir le caractéristique de l'air Comme un volume intrinsèque, c'est le terme de degré n, ici. Oui, c'est le coefficient devant le terme de degré n. Alors, juste, il y a un petit renormalisation. Et il faut normaliser par des volumes de sphères, par des volumes de boules, pardon. Bon, mais modulo une renormalisation, c'est essentiellement c'est mu 0, c'est le terme de degré n. Et mu n, je ne l'ai pas dit, mais mu n, c'est le volume. Volume là, c'est le coefficient constant quand vous faites grandir les volumes des tubes, bien sûr. On pourrait s'amuser à écrire, je prends une boule de rayon 1, et on prend son voisinage tubulaire de taille R, développer ce cube et regarder qui sont les volumes intrinsèques de la boule de rayon 1. Et on pourrait aussi, puisqu'on est là-dedans, regarder les volumes intrinsèques du cube. Et en fait, alors là, je vais peut-être m'emballer. Donc, il faut regarder le voisinage tubulaire d'un tube. Il faut renormaliser par une constante, je pense. Mais c'est à peu de choses près, les polynômes symétriques en C1, C2, C3. Ah, pardon ? Qui correspondent au périmètre du cube, aux faces. Voilà, exactement. Qui apparaissent quand on prend un voisinage tubulaire du cube. Là, c'est facile de faire le calcul. Bon, alors, il faut que je finisse d'effacer ce tableau, quand même, sans réécrire dessus. Bon. Hein ? Mais donc, l'intersection n'est pas la seule opération qui existe sur les compacts convexes. Et en particulier, on peut regarder la somme de Minkowski. Qui est juste
la somme des... Il faut que je sois un peu plus discipliné quand même, je pense, avec les tableaux. La somme des A dans A et B dans B. D'accord? Bon. Donc c'est très clair ce que cette chose-là donne. Si je fais A plus B avec B une petite boule, alors j'obtiens un voisinage tubulaire de A. Ok. Et figurez-vous qu'une formule similaire existe pour les valeurs moyennes de volume intrinsèque de A plus GB, où G est cette fois une isométrie affine, puisqu'il faut que cette quantité soit finie. D'accord? Ça, le volume intrinsèque est invariant par translation, donc si je translate A ou B, c'est invariant. Pour que cette quantité soit finie, il faut que je me restreigne aux isométries linéaires cette fois-ci. Et ça, c'est une somme avec d'autres constantes, mais qui ne dépendent aussi que de n, fois les volumes intrinsèques de A et B. Compact convexe. Compact convexe. Voilà. Et la question, c'est, existe-t-il une généralisation pour A et B qui ne sont pas convexes? Et c'est le résultat que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est pas de chance d'avoir choisi le pire tableau pour l'écrire, mais... Pourquoi le ghetto ici est-ce qu'il y a un changement? C'est pas de ma faute en tout cas. Mais est-ce que le tableau est différent? Oui. Oui, la géométrie du tableau. Le tableau n'est pas tout à fait la même. Donc on prend cette fois-ci A et B sous variété à coin, compact, sous analytique. On a exactement la même formule, d'accord? Alors non, surtout pas. Pas exactement la même formule, sinon il n'y aurait pas d'exposé. Donc, on a la même formule à condition de remplacer la somme de Minkowski par une autre opération qui généralise la somme de Minkowski de façon satisfaisante au compact sous-analytique. Alors, effectivement, donc je vois qu'il y en a certains qui ont une sorte de talent d'oracle. Mais c'est exactement ça. En fait, ça utilise la théorie des opérations sur les fonctions constructibles qui procède à l'aide de calculs de caractéristiques de l'air, justement. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter dans tout le reste de l'exposé. Donc, ça se formule sous la forme d'une opération de convolution entre les fonctions constructibles. Je vais présenter tout ça. Et il y a écrit 25+, parce que, tel qu'il est écrit, ce résultat n'est accessible nulle part, pas même en ligne. Et la raison, c'est que, mais vous inquiétez pas, je vais présenter un résultat qui est en ligne. La raison, c'est que on est presque persuadé que
on peut enlever cette hypothèse à condition de montrer quelque chose que je vais peut-être avoir le temps de vous énoncer à la fin et qu'il serait bon que vous résolviez. Voilà. Pour nous faciliter le travail. Sous-variété, donc lisse. 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 Sous-variété lisse. Pour moi, c'est infini. Mais en fait, c'est sûrement pas vraiment nécessaire. Mais le truc. En fait, c'est vrai pour tout compact sous-analytique. Alors moi, je pense que c'est vrai pour tout compact sous-analytique, si vous me demandez à moi. Sauf que je ne l'ai pas prouvé, donc ça, je ne peux pas vous l'énoncer. Mais par contre, ça, on l'a prouvé quand même. En fait, donc la raison pour laquelle je dis lisse, mais qu'en fait, je pense qu'on peut s'en passer, déjà, ne serait-ce que même ce résultat, en fait, devrait pouvoir être énoncé sans C infini là. Mais comme la théorie de tout ce que je vais vous faire a été faite avec le front d'onde C infini, il aurait fallu tout réécrire. Enfin bref, donc là, c'est plutôt par un souci de facilité qu'on ne l'a pas fait pour l'instant, pour moins que C infini. Et variété à coin, c'est que c'est modelé localement sur... Voilà, c'est modé sur un cadran de Rn. Donc à bord, et sans bord aussi, bien sûr. Les propriétés de continuité des phénomènes intrinsèques ont conduit à la difficulté du compact. Oui. Dans ce cas-là, on ne peut pas Donc, vérifier par exemple, vous prenez les volumes intrinsèques qui vérifient ça. D'accord? Ils sont invariants par isométrie. Et ils sont continus pour la distance de Hausdorff sur les compacts. Donc deux compacts sont à distance plus petite que epsilon si l'un est inclus dans le voisinage tubulaire de taille epsilon de l'autre et réciproquement. Donc vraiment, ils sont proches. C'est défini pour des choses, pas forcément sous-analytiques, pour des choses, chaque compact a un volume intrinsèque. C'est pas défini pour tous les compacts, mais en fait, on ne sait pas vraiment pour la classe la plus large pour lesquelles les cycles normaux sont, les volumes intrinsèques, sont définis, mais ça inclut les Rich positifs, les sous-analytiques et sûrement les définissables dans une structure au minimal. Sûrement, mais les preuves en ligne sont insatisfaisantes pour l'instant. Presque sûrement, voilà, presque sûrement, exactement. Si c'est continu, alors on peut passer... c'est continu dans la classe qu'on peut... Sur les compacts convexes de Rn. Sur les compacts convexes... En fait, donc la collection des compacts convexes de Rn est un espace métrique dont, et la distance, c'est la distance de Hausdorff. Mais si est-ce que c'est continu sur l'ensemble de définitions? Oui. Non. Donc, non, là, je parle de continuité pour les compacts convexes pour la distance de Hausdorff. Si on veut dire continu pour autre chose, il faut... Est-ce que si c'est pas défini partout, Mais sur les compacts convexes, c'est défini, il vient de dire que c'est continu sur les compacts convexes. Voilà, c'est tout. Je veux pas dire plus. Sur le compact convexe. Voilà, je veux pas dire plus que ça. Ok. Donc pour le compact non convexe, on ne dit pas... On ne dit pas que c'est continu. Ok. La raison, c'est qu'il faut contrôler comment varient les cycles normaux. Mais on va en parler de tout ça. Donc, je répondais juste à une question, je ne suis même pas censé en parler de ça, hein. Mais je réponds à une question intéressante, c'est est-ce que c'est continu? Oui, et en fait, les choses qui vérifient ça, ça et ça, c'est un espace vectoriel de dimension n plus 1 dans Rn, et une base est donnée par les volumes intrinsèques. Et ça, c'est un théorème de Hedwiger. Et si vous savez cette structure des choses qui vérifient ça, ça s'appelle l'évaluation invariante par isométrie affine et continue, si vous savez ce théorème de structure, en fait, vous pouvez déduire les formules cinématiques. Puisque les intégrales qui sont là, en fait, vous voyez facilement que ça vérifie toute cette propriété, donc c'est une... Bref, bon, vous m'avez... D'approximer par la combinaison de convexe compact, presque toutes... Bon, j'efface ça, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, donc je vais juste expliquer ce résultat, tout simplement.
La première étape, c'est de parler de fonctions constructibles et de convolution pour vous expliquer l'énoncé. La deuxième étape, c'est de passer maintenant à la preuve, un peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on fait pour montrer un truc comme ça. Et la structure, c'est, il faut que je vous explique le lien qu'il existe entre les formules cinématiques additives et une opération de convolution sur l'évaluation, justement. Les trucs qui sont des mesures finiment additives sur les compacts convexes, mais je ne vais pas les présenter comme ça. Donc il existe un lien. En fait, les formules cinématiques additives sont duales d'une opération algébrique de convolution sur l'évaluation. Et le troisième point, c'est un théorème de comparaison entre l'opération de convolution sur les fonctions constructibles et l'opération de convolution sur l'évaluation. Voilà. Et là, je pourrais peut-être, selon le temps qui me reste, prouver ce théorème, ou plutôt vous faire croire que je l'ai prouvé. Donc, j'ai pas mis de... Je me souviens plus. Donc, hop. Donc, peut-être que... Donc, je sais... En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je dois définir ou pas, donc je vais le définir. Donc, je prends S, c'est un compact. Il est sous-analytique. Si S, c'est la projection d'un semi-analytique d'un espace euclidien de dimension supérieure. Compact. J'ai dit compact. Il y a compact partout. Il y a compact partout. Je veux pas me... Voilà. Exactement. Union finie d'ensemble définis par des égalités et des inégalités analytiques. Un exemple, les polytopes, qui sont définis comme, par des unions finies d'égalités et des inégalités linéaires. Les semi-algébriques, union d'ensemble définis par des égalités et des inégalités polynomiaux. Oui, oui. Et semi-analytique. Compact. Oui, compact, bien sûr. Mais en fait, c'est pas du tout nécessaire, hein, bien sûr. Hein, mais c'est juste que je n'ai pas envie de m'embêter dans cet exposé. Hein. Et donc, une fonction constructible, c'est... Alors, par contre, c'est vrai que... Ah oui, mais maintenant, je suis malin maintenant. Parce que moi, je veux le faire dans les variétés analytiques réelles. Ah. L'espace projectif sur R. Non, mais je crois que beaucoup de gens ont déjà vu la définition de la projection locale. Donc, à partir de maintenant, puisque tout ça a été, c'est vendredi, donc il faut quand même faire passer un bon moment à se rappeler des choses qu'on connaît bien. Je vais prendre une variété analytique réelle X. Et je vais définir les choses de manière peut-être un peu plus générale, comme ça, on pourra discuter un peu plus. Et une fonction constructible, c'est simplement donc moi je vais prendre une fonction constructible à support compact en fait. C'est une combinaison linéaire finie à coefficient entier d'ensemble sous-analytique compact. De X. Ah. Bon, et
ce qui nous intéresse, c'est une opération de convolution. Et en fait, donc, je vais vous présenter plus généralement la théorie des opérations sur les fonctions constructibles, mais que vous connaissez déjà, sûrement, et presque sûrement, voilà. En fait, lorsque j'ai... donc je prends un élément de la catégorie dérivée des faisceaux constructibles sur X, des faisceaux en juste... j'ai pris qu'un corps ici. Je peux lui associer une fonction constructible. Donc un faisceau constructible, c'est un faisceau qui est localement constant, donc dont la cohomologie est localement constante sur une stratification sous-analytique de X. Quand j'en prends les tiges, l'hypothèse constructible m'implique aussi que ce sont des complexes d'espaces vectoriels de dimension finie. Et je peux en calculer, j'ai pris la catégorie dérivée bornée, complexe borné d'espaces vectoriels de dimension finie, et je peux en calculer du coup la caractéristique de l'air en chaque point. Et ça me donne une fonction constructible, si mon faisceau était constructible. En fait, c'est additif par rapport au triangle distingué ici. Et donc, ce truc, en fait, est défini sur le groupe de Grothendieck de cette catégorie, qui est la même que le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux constructibles. Et le théorème de Kashiwara, c'est que c'est un isomorphisme. 85. Mais tout ça pour dire que sur les faisceaux, il y a des opérations et elles ont une trace sur les fonctions. Là, c'est possible, c'est aussi qu'il y a une triangulation sur une électrique, etc. Et ces opérations, elles ont été développées par Viro et Shapira, donc Viro dans le cadre complexe et Shapira dans le cadre réel, à la fin des années 80. Et en fait, donc, oui. D'accord ? Mais elles admettent une démonstration complètement, une description très facile en fait, où il n'y a pas du tout besoin de parler d'opérations sur les faisceaux. Et comme c'est vendredi soir, on va faire cette version très simple. Si je prends une fonction analytique réelle, alors je peux définir peut-être... oui. Bon. Commençons par là, peut-être. Je peux définir l'intégrale de phi sur x juste comme calcule la caractéristique de l'air, d'accord, des ensembles définissant ma fonction constructible. Je le fais de manière additive. Et une remarque, c'est que ça ne dépend pas, évidemment, de la manière dont vous écrivez phi, puisque la caractéristique de l'air est additive. C'est ça, et qu'on peut prendre des sous-stratifications dès qu'on en a besoin. OK. Bon, alors...
peut-être on peut se satisfaire de calcul. Ça fait 1, parce que ça fait la caractéristique de R de ce compact. Ça fait 0, parce que ça fait 1 moins 1. Et ça fait moins 1. Donc c'est pas exactement la caractéristique de l'air, c'est la caractéristique de l'air à support compact. D'accord? Pas juste... Cette chose-là est contractile, mais ça fait moins 1 quand même. Hein. Ah, pardon? C'est celle qui est additive. Exactement. C'est celle qui est additive, passe pas... Exactement. Bon, et avec ça, maintenant... on peut définir mes opérations. Je vais faire tout d'un coup, le pousser en avant et le tirer en arrière. D'abord, le tirer en arrière parce que c'est très facile. D'accord? Il est défini simplement par précomposition. Et là, puisque les préimages d'un sous-analytique et sous-analytique, cette fonction est encore constructible sur Y. Non, là, il n'y a pas besoin. Non, parce que pour le Ah oui, oui. si le support n'est pas compact, ce n'est pas dans le cadre précédent. Attendez, pardon? Quand vous avez pris des combinaisons linéaires de fonctions caractéristiques de compact, alors si on prend le tour vecteur, si le support n'est pas compact, alors ce n'est pas dans ce cas. Si elle fait pas propre. Est-ce que les S sont compacts dans la définition? Les S sont compacts, dans la définition. Quand Eh tu oui. tires, Donc, quand tu tires par F, si F est impropre. Effectivement, c'est pas faux. tu tires le point pour avoir la définition de la Et donc forcément, ouais. Bon. Effectivement. Ouais. Très bonne remarque. Et voilà. Et donc pour pousser en avant, c'est la fonction constructible sur Y qui est définie par l'intégrale de phi sur les fibres de F. Et là, c'est pas du tout dur de se rendre compte que ça, c'est bien défini, qu'on va pouvoir prendre l'intégrale de cette fonction, que c'est encore une fonction constructible. Par contre, le fait que ce soit une fonction constructible quand Y varie, là, c'est un tout petit peu moins évident. Et dans le contexte minimal, ça se voit. Oui, parce qu'il y a une trivialité locale des caractéristiques de l'air, des fibres, quand vous avez une... Exactement, c'est exactement ça. D'accord? Mais bon, Pierre Chapira le fait avec... utilise plutôt la description... Oui. Mais il y a une preuve qui fait absolument pas appel à des faisceaux, et juste à ce résultat de géométrie minimale qui suit de la décomposition cellulaire des ensembles définissables et qui permet de montrer ça. Non, il n'y a pas besoin de compacité. En fait, il n'y a pas besoin de compacité du tout pour faire tout ce qui vient de se passer. Il y a besoin de définissable dans une structure minimale. Dans cette salle, ça ne m'étonne pas que tout le monde soit en train de se manger les doigts, puisque je ne dis pas au minimal depuis le début. Mais la raison, c'est que... quelle est la raison? Dans les années 80, il y avait des articles sur les sous-analytiques, mais pas encore sur les ondes minimales. C'est vrai, mais en même temps, moi, j'ai pas grandi dans les années 80, donc j'ai pas vraiment cette excuse. Non, mon excuse est autre. Et c'est que j'utilise une description des opérations sur les cycles caractéristiques qui n'est pas encore écrite, il me semble, en haut minimal. Bon, mais peut-être que si, et dans ce cas-là, super, alors ça veut dire qu'on va pouvoir... voilà. Sauter en avant.
Très bien. Alors, qu'est-ce que je veux raconter maintenant? Bah, peut-être que ce que je veux raconter, c'est la convolution, peut-être. Hein, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Je peux me permettre de poser une question. Ah oui. Sur le réflecteur en bas, c'est assez bizarre au sens où s'il y a un truc ramifié avec deux préimages et puis une coimage, du genre une parabole qu'on projette, sur la fibre, il y a un endroit où on voit pas on voit la ramification parce que ça chute. Exactement, oui. Le point n'est pas nul, quoi. Ça ne tient pas compte des multiplicités des fibres. Non. Ah non. Non. Ça calcule vraiment juste la caractéristique de l'air, donc effectivement, il y a un moment où ça va faire juste 1, et c'est tout. Avec deux segments, deux feuillets, tu t'enlèves un point, un des feuillets. Ouais. Tu stratifies en bas. Oui, mais en fait, je pense que c'est lié au fait que du coup, on se retrouve dans le groupe de Grothendieck de cette catégorie-là, et on perd beaucoup d'informations quand on est dans cette... le poussé en avant, il voit plus grand-chose, en fait. Bon, alors, et la convolution? Bah, la convolution, c'est complètement évident maintenant. Figurez-vous que l'addition est analytique. Et si je prends deux fonctions constructibles sur Rn, la convolution de phi et psi, c'est juste le poussé en avant du produit extérieur où ça, bien sûr, et ça mime complètement la définition de la convolution qu'on connaît pour les fonctions intégrables L1, par exemple, juste, sauf qu'ici, ce serait le poussé en avant des mesures, et voilà. Et ça fait 45 minutes qu'on y est, donc pourquoi pas une petite pause. Si A et B sont compacts convexes, sous-analytiques, la convolution de leurs indicatrices est la somme de Minkowski. Puisque les caractéristiques de l'air des fibres sont faciles à calculer. Elles sont tout le temps égales à 1. Oui. Merci. Ok. Bon. Voilà. Parce que sinon, la fonction caractéristique n'est pas constructive. Oui, mais en fait, voilà, en fait, on pourrait. Là, il n'y a pas de souci, en fait, hein, c'est bien sûr. C'est juste parce que si je ne l'avais pas écrit, on m'aurait dit ah mais sous-analytique, puisque sinon c'est pas constructible. Donc du coup, je l'ai écrit. Tu remarques, tu n'as pas fait remarquer que l'addition n'était pas propre. C'est vrai. Si vraiment tu veux. C'est vrai. Non mais là, il n'y a pas. Non mais là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci parce que les fibres sont fermées et comme j'ai supposé mes fonctions. Il n'y a pas de problème. Non mais en fait, même là, j'en ai pas besoin du tout vu l'hypothèse. Là, j'en avais besoin du coup. Ça s'inverse parce que dans le cas normal, les fonctions constructibles ne sont pas à support compact. Il faut supposer f propre ici et pas là. Et là, ça s'inverse parce que j'ai pris une définition un peu. C'est ma faute. Ok. Donc là, c'est le moment de la deuxième introduction. Ou de la troisième. Il y en avait une, c'était le théorème de Kashiwara. Et on va parler de théorie d'évaluation. Donc on en a un peu parlé grâce à la question de Antoine. Et le théorème, on en a parlé via le théorème de Hadwiger. On va en reparler
mais cette fois-ci, pas d'un point de vue des convexes, mais on va faire un bond en avant dans la théorie d'évaluation qui vient de la géométrie convexe, et qui date du coup des années 50, je pense. Enfin, oui. La première exemple d'évaluation, en fait, c'est le troisième problème de Hilbert, donc au début du siècle, du XXe siècle. Là, on fait un bond en avant, et je vous présente directement ce que c'est qu'une valuation lisse. Donc là, je suppose x de dimension n, et je la suppose juste lisse. Et là, par contre, je la suppose riemannienne, mais ça n'a aucune importance. Et je la suppose orientée, mais ça n'a aucune importance. C'est juste que je n'ai pas envie de me traîner des faisceaux d'orientation. Ce tableau a l'air d'avoir repris une seconde jeunesse. Alors, je considère les sous-ensembles de X qui sont des sous-variétés compactes à coins. Donc c'est la théorie de Semyon Alesker qu'il a développée au début des années 2000. Et une valuation lisse, qu'est-ce que c'est ? Donc là on reprend, hein, c'est introductif. C'est pour gagner un second souffle. Et donc, une sous-variété, une valuation, merci, lisse, c'est une application de P de x dans C, tel qu'il existe deux formes différentielles, une sur la variété et une sur le fibré en sphère de la variété, tel que phi évalué en P est égal à l'intégrale de la première forme sur P plus l'intégrale de la deuxième sur le cycle normal de P. Alors, qu'est-ce que le cycle normal ? Donc, dans un premier temps, voyons-le comme une sous-variété orientée du fibré en sphère. Ah, je vais éternuer, pardon. Quelle est cette sous-variété ? Si P est lisse, alors c'est juste le fibré normal unitaire. Bon, c'est dans le cotangent. Fibré conormal unitaire. On peut identifier par le métrique. Voilà, oui, exactement. Mais en fait, bon, c'est vraiment dans le conormal. Est-ce qu'on prend le normal extérieur ou le normal... Ici, il y a Ah, pour l'instant, j'ai dit si P est lisse sans bord, pardon. Bon, quand je dis lisse tout court, c'est sans bord, sinon je précise. Et si P est à bord, voire à coin, alors NP, c'est le cône des normales sortantes. Des co-normales. En fait, il est facile de définir les vecteurs qui rentrent dans la variété. Je prends le polaire de ce cône. Non, mais ta forme, c'est tes formes, c'est de la n et une forme, ou n, c'est la dimension en blanc de grand X, c'est ça? Non, non, Exactement. Vous avez confondu la dimension de x et la dimension de p. Oui, Ah, voilà. C'est la même chose. Ouais, voilà. Ah, non, c'est pas la même chose. Donc si P c'est une sous-variété mais de dimension strictement plus petite que n, le premier terme est nul par exemple, toujours. Donc, vous êtes- Oui. Donc sous-entendu sur l'intérieur de P, un truc de dimension, voilà. Exactement, oui. C'est que sur la partie à une dimension. Oh, voilà. quelque chose, c'est Exactement. pas- D'accord. D'accord ?
Bon, évidemment, je vais donner des exemples de trucs comme ça. Hein. Je finis juste d'éclairer ce que c'est que le... dire que P est lisse, là, ça veut... Ah oui, dans ce cas, si. Si P est lisse et si son intérieur est non vide, ça veut juste dire que P, c'est la variété X, ou c'est une composante connexe de X. Voilà. Alors, voilà, sauf si P est à bord. Dans ce cas-là, on peut prendre des trucs un peu plus intéressants. Sans bord, c'est vraiment... Voilà, sans bord, voilà, oui. Si c'est à bord, il faut prendre... Voilà, donc le... Alors, c'est unitaire, hein. C'est le cône. Donc, en ce point, il y a tout ce cône. Sinon, les parties lisses du bord, c'est simplement la normale sortante. Donc là, c'est un dessin trompeur puisqu'il est dessiné. Je dessine des choses qui vivent dans le fibré en sphère du tableau, mais je les dessine dans la variété. Donc ici, la dimension de P inférieure à la dimension de X, on a aussi des vecteurs. So I'm not sure about what you mean when you take the. Donc, if P is a. yes. Is a submanifold of X. So in the locus of Yes, X yes. submanifold, you take the full unit conormal. Yes, exactly. Yes. The sphere. Yes. So you and on the boundary you have the condition that the components in the certain directions are positive. Mhm. Okay. And Yes. the other ones you don't care about it. Yes. So the components in the other directions which okay. Yes. The definition is the polar of the cone of vector that enters the manifold scheme. Mais N de P, il est de quelle dimension, en fait, du coup? Hein? Okay. Ah, n de p, c'est une n-1. Parce que, par exemple, si P est lisse, le conormal, c'est de dimension totale. C'est de dimension n. Et je prends en sphère. Ah oui, tu vois. D'accord? Voilà. C'est la version, c'est le cycle caractéristique intersecté avec le fibré en sphère, avec le fibré en cosphère. Bon, mais alors donc la question peut-être quand même, c'est mais est-ce qu'il y a des exemples de tels objets? Fort heureusement, oui. Vache. Les mesures lisses sont des exemples. En particulier, ça englobe donc les mesures lisses sur la variété. Ça, c'est complètement évident, vu la définition de valuation lisse. Quelque chose qui n'est pas évident, et qui est dû à Chern, c'est que la caractéristique de l'air est une valuation lisse. Ça, c'est un peu moins évident parce que ça veut dire que on peut calculer la caractéristique de l'air de n'importe quel P en intégrant des formes différentielles qui ne dépendent pas de P et qui sont entièrement canoniques sur P et le cycle normal de P. C'est le théorème de Chern-Gauss-Bonnet. Ça, c'est un formule avec le Pfaffian. Ah oui, il y a des tenseurs de courbure là-dedans. Je ne connais pas par cœur les mu et oméga pour la caractéristique de l'air là comme ça. Chern-Gauss-Bonnet. Yes, exactly. Chern-Gauss-Bonnet theorem. Et alors ça c'est du Windgen CLE. Les volumes intrinsèques, plus généralement, sont tous d'évaluation lisse.
Bon, pourquoi Pourquoi il s'est passé 30 ans entre l'invention des... Je sais pas. Mais après, en même temps, moi j'ai vraiment galéré à trouver un historique de ces choses-là. Donc c'est moi qui mets les dates, parce que j'ai l'impression qu'elles sont justes, hein, donc, mais ces idées-là, elles étaient en germe, ça, enfin, C'est 62, Wittgen? Non, c'est 82, mais... Ça veut dire Ouais. La définition qu'il voudrait donner date 2006, non? Oui. La théorie générale. Ouais, oui, voilà. que les formules pouvaient exister avant. Voilà, exactement. C'est parce qu'en fait, Alesquer, évidemment, il ne s'est pas contenté d'introduire cette définition, hein, sinon ça ne serait pas intéressant. Il a fait toute une théorie générale d'évaluation lisse, et là, pour le coup, c'est très intéressant, et ça tombe bien, ça nous intéresse. L'idée d'Alesquer, c'était d'attaquer la question du théorème d'Adviger sur la sphère, en fait. Il me semble. Je crois Ah bon me souvenir de ça, ouais. Théorème d'Adviger au sens de caractérisation d'évaluation invariante Ouais, par sur certains la groupes, sphère. etc. Ouais, bah oui, invariant, et puis c'est un espace historique de dimension D'accord. finie, dont une base est donnée par, etc. D'accord. Et je crois qu'il a introduit des évaluations C infinies pour attaquer ce problème. Pour ça? D'accord, ok. En vain. Ah d'accord, ok. ok. Je savais pas. Bon, donc quel est le lien avec les formules cinématiques? Bon, alors déjà, il y a des volumes intrinsèques, donc ça sent bon. Mais, bon, là, je prends des risques en énonçant un théorème pareil, mais c'est pas grave. Donc là, je vais énoncer un théorème que j'attribue à Adviger. Je considère l'espace vectoriel d'évaluation lisse. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais ça veut dire valuation lisse. Voilà. V infini. Qui sont invariantes par translation invariante par isométrie linéaire. Ça, c'est un C espace vectoriel de dimension n plus 1 et une base, les volumes intrinsèques. Le fait que ce soit un espace vectoriel de dimension n plus 1, en fait, c'est complètement évident vu la définition que j'ai faite. En fait, le fait que ce soit un espace vectoriel de dimension finie, c'est complètement évident vu la définition que j'ai faite, puisque ces objets-là sont définis par deux formes différentielles, qui ici, on a cette invariance, sont invariantes par translation, donc ne dépendent pas du point, et sont invariantes par isométrie. Donc ne dépendent pas non plus, la forme différentielle sur le fibre en sphère ne dépend pas non plus du point auquel je la considère. Donc en fait, ces formes différentielles sont évidemment, enfin cet espace est évidemment de dimension finie, et dimension n plus 1, et une base et les volumes intrinsèques. Est-ce que la forme différentielle définie uniquement par l'invariant, il est clair que si on intègre, c'est la forme de l'autre, so I'm asking whether two forms, because of some coincidences, so you integrate only on certain connormal bundles, so maybe you could have two forms which have exactly the same integrals, but they're not. So the map from the space of forms to the space of smooth valuations has a kernel. It has a kernel, a non-trivial one. Et on connaît exactement ce noyau, on sait le décrire. C'est défini avec des opérateurs différentiels, il y a des trucs qui relient mu et oméga, tels que les différentes formes mu oméga, mu prime oméga prime qui représentent la même valuation, on sait exactement. On connaît parfaitement ce truc. Mais donc, il n'est pas trivial par contre le noyau, c'est effectivement, il y a... Tu es sûr que c'est Adviger qui a démontré ça?
Non, pas du tout. C'est pas... Non, c'est pas du tout lui. Mais en fait, le problème... Mais parce que... Adviger, c'est dans le cas D'évaluation continue continue, exactement, exactement. Donc c'est pas ça. Non, mais en fait... Donc, le truc, c'est que... Donc, qui a démontré ce théorème? Il est vrai, ce fait est vrai. Exactement. C'est Alescher qui démontre que si G opère transitivement sur la sphère, en fait, ses propriétés d'invariance font que cet espace vectoriel est de dimension finie. Mais moi, je veux aussi préciser la base de cet espace vectoriel. Et ça, je crois que c'est pas fait par Alescher, c'est fait par Adviger. Et en fait, donc bon, voilà la raison pour laquelle. Mais je savais qu'en écrivant que je m'exposais. Tu peux pas écrire ça, à mon avis, tu peux pas écrire ça. Ouais, bon. Bon, tu fais ça. Mais non, mais qui a démontré ce théorème? Adviger could take these things and define Pour on moi, c'est Alescher. Tu fais ce que tu veux. Non, mais je suis d'accord avec toi en fait. Enfin, je suis d'accord avec toi. Ça, bon. Techniquement, c'est forcément Alescher, puisque la définition est- Mais oui, en fait. Mais oui. On est résumé l'auteur du théorème à la dernière brique. Parce qu'en fait, pour l'énoncer comme ça, il faut combiner plusieurs trucs. Mais peut-être que la clé, bah, je sais pas en fait. Mais en plus, par contre, là où en fait, c'est toi qui as raison, c'est qu'en fait, ce que je vais utiliser, c'est que c'est de dimension finie. Presque. Et donc, c'est Alescher. Mais bon. Mais je suis d'accord avec toi. Que juste mettre Adviger, c'est insatisfaisant. Mais bon. Je pense même que Fou et Bernie, ils ont démontré un truc sur des formes canoniques qu'il faut envoyer dans le cycle normal pour retrouver la base de mémoire, je sais pas. Ah, alors ça peut-être. Je pense que c'est plutôt Fou et Bernie qu'il faut ajouter. Mais bon, on s'en fout. Ok, ouais, ok, peut-être. Ouais, ça, j'aimerais bien en discuter en fait après. Georges a une autorité sur sa question. Mais je m'y soumets complètement. Loin de moi l'idée de vouloir récuser cette autorité. Hein. Alors, donc tout ce qui m'intéresse presque, c'est qu'en fait, maintenant que cet espace vectoriel est de dimension finie, puisque j'ai les formules cinématiques, elles m'induisent un opérateur. De Val-G dans Val-G tenseur Val-G, défini sur la base des muka par les formules cinématiques. Qui est en fait un coproduit, co-associatif et co-commutatif. Et le théorème de Bernig est fou. Maintenant, ils sont là. C'est qu'en fait, donc maintenant qu'on a fermé la fenêtre, il y a un silence de cathédrale, hein, donc c'est intimidant. Nous, on sort de Georges. C'est qu'en fait, cet opérateur induit par les formules cinématiques est du... toujours. Hein? GCON, oui. Mais en fait, c'est pas... En fait, il suffirait que G agisse transitivement sur la sphère. Mais juste... Mais là, GCON, parce que il faut bien faire des concessions, surtout à 17h07. Il est dual d'une opération, donc via un isomorphisme qu'on appelle la dualité d'Alescher Poincaré. Tu l'as pas défini, c'est déjà. Ah non. Non. Et je vais sûrement même pas le faire. Ou, mais on va quand même en voir. On va quand même voir quelque chose à ce propos.
où C, c'est l'opération de convolution. Et ça, c'est juste c'est un vrai dual, il n'y a pas de piège là. Et C, c'est une opération de convolution. Et c'est une opération de convolution que je vais définir maintenant. Bon, comment on va faire? Donc, là, ce que je vais raconter, c'est Alesquer, et Alesquer est fou. Pour définir donc, cette convolution est définie à l'aide d'une théorie des opérations sur l'évaluation, similaire à la théorie des opérations qu'on avait sur les fonctions constructibles. Le récit va être le même pour des opérations définies par Alesquer. Mais en fait, pour définir ces opérations, il faut considérer un espace plus gros que l'espace d'évaluation lisse. Il faut considérer un analogue de l'espace des distributions sur ces objets. Il faut considérer le dual d'évaluation lisse à support compact, exactement comme on considérait le dual des fonctions lisses à support compact quand on considérait les distributions. Et cet espace s'appelle l'espace d'évaluation généralisée. Et pourquoi est-ce que ces objets s'appellent évaluation généralisée? Parce que ils généralisent l'évaluation lisse. D'ailleurs, les distributions s'appelaient fonctions généralisées à une époque. Voilà. Et ce plongement, il est, en fait, on l'appelle, en fait, il découle d'un appariement parfait entre V infini x et V infini c de x, qu'on appelle la dualité d'Alesquer Poincaré. Et maintenant, je prends une application lisse et je définis les opérations. Bon, alors, il est 17h11. Donc, il faut voir ce qu'on peut faire. Pousser en avant. Ces opérations vont être uniquement partiellement définies, comme c'est le cas pour les opérations sur les distributions. Si vous voulez restreindre ou tirer en arrière une distribution, restreindre à une sous-variété par exemple, alors il faut supposer des choses sur les singularités de la distribution. C'est pareil ici. Bon, un produit extérieur, etc. Ok, très bien. Et donc, de sorte qu'on puisse définir, si je prends deux valuations généralisées sur Rn, je peux définir leur convolution juste comme le pousser en avant par l'addition. Évidemment, c'est partiellement défini, donc il y a des hypothèses. Des hypothèses de type front d'onde, contrôle des singularités. Il y a aussi la possibilité sur so you want minus infinity distribution. This is generalized. Yes, so it's no conditional support. It's support with everything. So in order to integrate, you need probably some this is valuations. It's not. Oui, pourquoi tu écris moins infini et à gauche c'était juste infini? Parce que je suis trop pressé. Ouais,
C'est juste j'ai oublié de préciser la notation. Peut-être que ça va éclaircir certaines choses. Il faut y penser comme à des distributions. Alors, donc là, c'est le moment où je regarde l'heure et où... Ah, So this is like integration of something, so the non-properness of the support can cause problem also or not? yes. Yes. You need to assume S proper on the support of the product of zeta and zeta prime. Yes. Ça va pas poser problème parce que je vais prendre que des trucs compacts, mais... Donc, peut-être que je peux dire deux choses. Je vais pas définir les opérations, mais je vais quand même donner une chose qui donne une idée. Si phi, elle est lisse, mais donc on a vu que lisse, on peut les voir comme une évaluation généralisée, alors le poussé en avant de phi, il est défini vraiment comme le poussé en avant des mesures. Préimage, on évalue sur les préimages par F. Et donc vraiment, les mesures lisses vivent dans l'espace d'évaluation lisse et le poussé en avant étend ce poussé en avant. Donc on pourrait définir des transformés de Radon comme ça, d'évaluation généralisée, etc. Même pour la régularité de F inverse P, on a besoin que F est lisse pour le parce qu'on va intégrer son Oui, pardon. Donc je suppose F une submersion. Pardon. Donc, et là, je dis une deuxième chose pour vous donner une idée meilleure de ce que sont ces opérations. Une évaluation lisse, ici, elle est caractérisée par deux formes différentielles. Une sur la base, une sur le fibré en sphère. Ces formes sont à support compact. Un élément du dual peut donc se représenter comme un couple d'éléments du dual des formes différentielles. Et un élément du dual des formes différentielles, c'est ce qu'on appelle un courant. Ça, c'est un n courant. Et on note l'espace comme ça. Et... Hein? Parce qu'il y avait des relations avant, donc il y avait des conditions. Non, là, ça se passe bien. Non, là, ça se passe bien. Non, il n'y a pas de problème, là. Because you said there is a kernel. There is a kernel. Yes, there is a kernel. Dually, Yes, should be some okay. Condition relating the currents in question. Yes, there are some relations. Yes, there are relations. Yes. Not every current here. Yes. Et donc, si on représente, si le poussé en avant de zeta appartenant à v moins l'infini de y, donc est bien défini, mais est représenté par c', t', alors on peut exprimer t' à partir de t et d'opérations sur les courants, poussé en avant, tiré en arrière, par des applications canoniques induites par f, par la différentielle de f. Qui me permettent de passer du fibré en sphère sur y au fibré en sphère sur x. Des opérations donc qui généralisent les opérations de la théorie de la mesure et qui
et qui s'exprime sur les courants caractérisant l'évaluation généralisée comme des opérations type pousser en avant, tirer en arrière. Et maintenant, il faut conclure. Alors là, donc là, il faut quand même... En plus, il faut conclure rapidement. Kashiwara et Shapira, dans les années 90, et Fu, avec le formalisme des courants, dans les années 90 aussi, ont construit le cycle normal d'un compact sous-analytique. Que je formule de manière un petit peu imprécise. Les compacts sous-analytiques admettent des cycles normaux. Plutôt un compact sous-analytique admet un cycle normal. Et la conséquence de ça, c'est qu'à l'aide de ce cycle normal, en fait, on peut évaluer donc une valuation lisse sur un compact sous-analytique. Et ça nous donne un plongement des fonctions constructibles dans l'espace d'évaluation généralisée. Chose un peu remarquable, il est d'image séquentiellement dense, ce plongement. Si j'ai une fonction constructible qui m'est donnée par l'indicatrice d'un compact sous-analytique, alors j'obtiens une valuation généralisée. Comment? Juste évidemment à une valuation lisse, un support compact, je l'évalue sur, d'accord, qui m'est donné par des formes mu oméga. J'évalue sur S mu et sur NS oméga. D'accord? Tu es d'accord que pour cette erreur, on n'a besoin que de la homonymalité, on n'a jamais besoin de sous-analytique. Mais quelle est la preuve de la construction du cycle normal pour les définissables dans une structure minimale? Si c'est Bernig, il y a un trou selon Nicolescu, et selon moi, il y a un trou dans Nicolescu. Mais en revanche, est-ce que quelqu'un comme Schurman n'aurait pas fait ça? C'est ma question. Voilà, Jörg Schurman. C'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question. Mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses, justement, Georges. Une question plus naïve, c'est quoi CF de X? Pardon, c'est les fonctions constructibles sur X. Ok. Donc S, c'est juste un compact sous-analytique. So you integrate on the normal cycle which Exactement, exactly. defined in such a way that it's for sufficiently smoothing is what you said before and Exactly. and by additivity it's But then it is more complicated to define when S is not smooth. okay, so I understand that this is because those things have nice triangulations or nice resolutions. Yes, 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 yes. Okay, but I think that usually the smooth features are more true and but I know people know that there are in the I think that there are this is what I was told that there are triangulations and so after you fix a K, you see K it behaves nicely. It's not necessarily always infinity, but it's CK you have nice theory. And certainly in everything Johan does, you need only CK for some small k, not sigma. Ah, okay. Yes, yes. Yes, I agree, but yes. Là, à ce stade, j'ai peut-être même pas besoin d'écrire la question. Non, mais je vais l'écrire quand même. On a un poussé en avant en haut. On a un poussé en avant en bas. Et ces choses-là, elles sont incluses, d'accord? Et la question, c'est... exactement. Est-ce que ça commute? Et évidemment que Alescher, qui a défini ces opérations, je ne sais pas si je l'ai assez écrit,
en 2010, évidemment que Alesquer s'est posé la question. Et il y a aussi répondu. Donc, par exemple, pour le produit extérieur, c'est vrai. Pour la dualité, c'est vrai. Et pour les opérations poussées en avant, tirées en arrière, il montre la chose suivante. Alors peut-être, bon, si f, alors là, si je veux m'arrêter à 30, il faut quand même que je sois raisonnable. Hein. On va regarder le pousser en avant. Si f, c'est une projection linéaire, et phi, c'est l'indicatrice d'un compact convexe de bord à bord lisse et de courbure strictement positive. Donc en gros, c'est une boule. Alors, le pousser en avant sur la valuation généralisée associée à cette indicatrice, c'est la valuation généralisée associée au poussé en avant de l'indicatrice. Et ce qu'on a fait avec Andreas Bernig, c'est de répondre à cette question sous des hypothèses plus générales. Donc, alors je ne l'ai pas précisé, mais en fait, ça va être inclus dans mon truc. Si cette valuation généralisée est bien définie, donc ça inclut pas mal d'hypothèses, ça, mais en même temps, c'est compliqué de se poser la question sinon. Et la différentielle de f est transverse au cycle normal de phi. Donc les cycles normaux, c'est complètement additif. Donc si j'arrive à le faire pour les compacts analytiques, j'arrive à le faire pour les fonctions constructibles. La différentielle de f est transverse au cycle normal de phi, alors ça coïncide. Donc, c'est une très bonne question. Transverse en deux sens. Et c'est un peu notre problème pour enlever sous-variété compacte à coin. Transverse au sens de. Donc si f est une submersion. Donc, c'est le cas qui est intéressant, puisque c'est là où il y a des caractéristiques de A dans la fibre. Donc prenons f submersion. La différentielle de f, c'est un plongement. Donc je l'ai effacé le cycle normal de phi, il vit là, et c'est un courant, mais en fait, il est donné par l'intégration sur des sous-variétés localement fermées. Okay, c'est un courant sous-analytique, donc ces sous-variétés-là sont sous-analytiques. Bon, je suppose que la différentielle de f est transverse à toutes les strates définissant mon courant. D'un point de vue géométrique, pour le coup, c'est de la transversalité entre sous-variétés. Et je suppose aussi une deuxième hypothèse de transversalité, et qui en fait, selon moi, est impliquée par la première, mais je ne sais pas le prouver, qui est que cette application doit aussi être transverse au front d'onde du cycle normal de phi de ce courant. D'accord ? Doit être transverse au front d'onde, donc c'est-à-dire le fibré conormal à cette sous-variété là-dedans n'intersecte pas le front d'onde de ce courant. Front d'onde au sens de... Distribution, au sens de Hermander. Ah, donc ça c'est...
Exactement, exactement. C'est une information voilà, C'est information sur la... micro-locale sur les singularités de cette distribution. Donc, dans la théorie analytique, so in this old world of Sato Kashiwara Kawai, they introduced certain generalizational distributions called hyperfunction, and then they used convex analytic methods to define some shape of microfunctions. So some kind of wavefront, but defined shift theoretically, but it measures whether something is not real analytic. So it's not the same as whether something is not smooth. But is it then, what did people then prove, relate the pseudo-differential, I mean the one from the theory of... I think I'm not able to answer these questions. This question, yeah. So yeah, I think I'm not able to answer this. Okay, so here you use the analysis. I know the wavefront set of Hermander, which is a C-infinity wavefront set. Okay. Only thing I know. Yes, yes. But of course there should be an inclusion between the Probably. one which is real analytic and okay. Seems reasonable. Yes. Yes. Okay, but I asked. I cannot answer this. Okay. Ask Pierre Shapira. Or Kashiwara directly. Or Kawai. Okay. Et là, c'est sous-analytique aussi, une supposition de sous-analyticité ou... Ok. Donc, maintenant, je peux peut-être dire que formulées comme ça, les formules... Donc, je rappelle, donc, il y a la convolution qui remplace la somme de Minkowski, la convolution sur l'évaluation qui est en fait duale des formules cinématiques additives, et la comparaison entre les deux, je n'ai pas le temps de l'écrire, mais permet de montrer ces formules cinématiques additives pour les sous-variétés compactes à coins sous-analytiques. Et vu la généralité de ce machin, en fait, ça permet aussi de montrer des formules cinématiques additives sur S3. On peut aussi définir une convolution puisque S3 est un groupe de Lie. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Il y a des questions, des commentaires. François, peut-être? Moi, je suis pas une autorité dans le domaine. Georges? Antoine? J'ai deux questions, mais qui n'ont pas été le sujet de l'exposé. C'est des remarques. C'est plus des remarques que des questions. C'est plus des remarques que des questions. Non, au début, dans le tout tableau à gauche, tu as dit en même temps qu'il y avait des générations des premières formules du début. Oui. Au cas sous-analytique. Oui. Et puis tu as mentionné le caractère intrinsèque des volumes. Ah oui. Donc, est-ce que dans le cas sous-analytique, est-ce qu'on peut mettre les courbures à la Villani-Lotte ou des choses comme ça? Ah, je sais pas. Pour calculer ces Ah, je en sais termes pas. de courbures dans ces... Je ne sais pas, je ne connais pas les courbures de Villani-Lotte, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Ce que je sais que c'est... Villani et Lotte ont introduit, ont introduit une notion de courbure d'espace métrique. Donc ma question c'est est-ce que les volumes intrinsèques... Ce que je sais... Peut-être pas parce que c'est que la courbure de Ricci. Ce que je sais, c'est que dans le cas où on est lisse, les courbures, la forme, pour calculer les volumes intrinsèques, on peut intégrer sur des formes canoniques. Les formes canoniques, du coup, elles ne contiennent pas les courbures, elles sont contenues dans le cycle normal. Et on peut définir un cycle normal pour les sous-analytiques, donc il faut les chercher ici, les courbures du sous-analytique. En fait, on peut voir le cycle normal, dès qu'on a un cycle normal, on a ce qu'il nous faut pour... Bon. Tu peux les définir une à une, les courbures. Je ne sais pas chacun ce qu'ils font exactement. Tu as des formules de représentation intégrale pour les courbures, même dans le cas symétrique. Oui. En termes de transport optimal, des choses comme ça. Oui, c'est dans des situations vraiment totalement non lisses. Enfin, Oui, vrai, oui. Tu peux... Oui, et tu définis des curvature measures. Ouais. Tu obtiens ça. C'est ça ton analogue de la courbure et qui te redonne les courbures que tu connais dans le cas classique. Grâce à l'existence du cycle normal, justement. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'intégrer à ces choses-là. Et bien, comme tu as un cycle normal, tu as ces mesures de courbure. Mais